Ouf, c'est bon, j'ai terminé le montage de la vidéo. Et j'ai bien fait de faire une compilation, c'est plus rapide et ça permet de toucher plus de gens en même temps. En plus, le thème est original, ça va sûrement les surprendre. Surprise, motherfucker! See all color shows in living color. Salut à tous et bienvenue sur Splin Potato. Aujourd'hui, on va parler d'une chaîne à l'histoire incroyable. J'ai nommé Nickelodeon. Nickelodeon est une chaîne importante dans l'histoire de la télévision américaine, puisque lorsqu'elle fut lancée en 1977, c'était la première chaîne du câble spécifiquement dédiée aux enfants et adolescents. Son nom fait référence au premier cinéma populaire où l'on pouvait entrer pour 5 centimes au début du XXe siècle. Au début pourtant, Nickelodeon ne produit pas vraiment de séries animées, mais plutôt des émissions de qualité variable qui ne lui apportent pas vraiment le succès escompté. C'est vraiment les années 90 qui vont tout chambouler lorsque Nickelodeon produit ses premières séries animées, Doug, Ren et Stimpy, et les Razmoket. Ces séries connaissent un grand succès et du coup Nickelodeon lance un 4e cartoon, Rocko's Modern Life. Cette dernière est peut-être un peu moins connue que les 3 autres que j'ai cités, mais c'est une série très importante car elle va révéler de nombreux talents amenés à marquer l'histoire de la télévision, comme un certain directeur artistique du nom de Stephen Hillenburg ou encore Dan Povenmire et Jeff Marsh. Dès le début, on peut diviser en deux les séries produites par Nickelodeon. D'un côté, celles qui sont clairement destinées à des enfants comme l'excellente série Razmoket, un show où l'on suit les aventures de bébés de casse-bonbons, la binocle, le souffre-douleur et je veux dire le root service, les grumeaux, la terrible Angelica dit Quet et tout un tas d'autres personnages hauts en couleur. Ce cartoon très drôle met en scène avec brio l'imagination des enfants face à un monde dont la grandeur les dépasse, et qui fait qu'un escalier devient une montagne ou un jardin une jungle. Bien que le show s'intéresse à de très jeunes enfants et s'amuse de leur naïveté, il est loin d'être immature et ses leçons de vie sont tout à fait pertinentes. Tout comme E. Arnold tire sa force de personnages comme Helga, ici c'est clairement Angelica qui tient le meilleur rôle. Diaboliquement hilarante, à la fois antagoniste et anti-héroïne, elle n'en reste pas moins une enfant, qui, aussi gâtée et capricieuse soit-elle, a ses peurs et ses inquiétudes, notamment lorsque sa mère attend un petit garçon, mais en fait non, parce qu'elle fait une fausse couche ou se fait avorter. En fait, on sait pas vraiment, c'est vachement dark en fait. Enfin bref, le personnage fut classé en 2002 par le magazine TV Guide comme le 7e meilleur personnage animé de tous les temps. Un personnage génial donc qu'on aura le plaisir de suivre en 2003 dans un spin-off, les Razbitume, où l'on voit leur vie de collégiens. Un spin-off plutôt cool en fait, puisque cela permet de parler au public qui a grandi avec la série de nouvelles problématiques propres aux adolescents. Bref, les Razmoket, c'est énorme. 2 films en top du box-office, une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, ce qui n'est jamais arrivé pour une autre série Nickelodeon, des jeux vidéo passables, des fanarts pervers sur DeviantArt, des Funko Pop, putain, il y a des Funko Pop de tout. Bref, ça c'est la première catégorie. Et dans la deuxième catégorie, on peut trouver des ovnis comme Ren et Stimpy. Une série bien plus mature, anticonformiste, politiquement incorrecte et à l'imagerie et l'humour plutôt pas mal dérangeante en fait, et qui utilise une esthétique psychédélique, surréaliste et terrifiante il faut le dire. On y fait des références à la torture, la maladie mentale ou la drogue. C'est une véritable ode à la violence gratuite très inspirée des dessins atypiques des artistes underground américains. Un sacré défouloir anti-autorité aux influences punk que je suis personnellement content d'avoir découvert plutôt tard dans ma vie. Néanmoins, le show sulfureux va avoir une influence incroyable sur l'ensemble des séries irrévérencieuses contemporaines comme Rick et Morty ou South Park, des séries où les auteurs s'impliquent énormément dans l'ensemble du processus créatif et affichent des opinions politiques tranchées. Pour plus d'informations sur Ren et Stimpy, je ne peux que vous recommander la vidéo très détaillée de Cartoon Télé. La cohabitation de ces deux styles va marquer durablement l'identité de la chaîne. Des séries jeunesse grand public utilisant ponctuellement une imagerie grotesque et perturbante, ce qui leur donne parfois des aspects un peu inquiétants et psychédéliques. Quelque chose de beaucoup moins lisse que les séries Disney Channel par exemple. On le voit dans les séries qui terminent les années 90 comme Drôle de monstre, Les Castors allumés et Micha Michien. La première, pour être honnête, je ne l'ai pas beaucoup regardée, mais quand j'étais petit, j'avais déjà le sentiment qu'il y avait quelque chose d'étrange dans le design des personnages, particulièrement les personnages principaux. Mais il faut reconnaître à la série une grande originalité, et si j'en crois les quelques épisodes que j'ai revus, un humour macabre et déjanté qui est encouragé par son univers. Par contre, j'ai longtemps regardé Les Castors allumés, une série qui raconte les aventures de Norbert et son frère Daggett, 2 castors bachelors qui vivent ensemble dans un barrage en Oregon et que tout oppose. Daggett est hyperactif et colérique, tandis que Norbert est plus intelligent, condescendant envers son frère et sarcastique. Malgré leurs disputes qui rythment la plupart des épisodes, les 2 castors témoignent régulièrement d'un amour fraternel solide comme un tronc d'arbre. Tronc d'arbre, castor, voilà. Les Castors allumés, c'est un peu comme si vous regardiez une série où Donald et Gontran vivaient dans le même appart, et c'est proprement hilarant.
La palette de couleurs utilisée est beaucoup plus vive et dynamique, on est dans la nature, dans les grands espaces de la côte ouest américaine, avec ses hippies et ses bûcherons. Cela n'empêche pas au cartoon d'avoir sa patte Nickelodeon, entendez par là nous perturber régulièrement avec une imagerie étrange et décalée. On prend grand plaisir à voir et revoir leurs barrages être détruits puis reconstruits au cours d'aventures complètement barrées. On retrouve encore plus cette étrangeté dans Micha Michien, une série qui raconte les mésaventures de deux siamois, un chat et un chien, qui bien sûr passent le plus clair de leur temps à se chamailler. Mention spéciale pour le générique de début, très entraînant, inspiré du timbre de Johnny Cash. Par contre, l'univers était sale, obscur, violent. On est loin des maisons de rêve à la Disney ici, c'est le ghetto. L'idée de faire deux personnages en un permet tout un tas de blagues et de réflexions sur comment deux êtres que tout oppose doivent cohabiter. La série aborde également des sujets de société comme la chirurgie esthétique, notamment dans un épisode où il rentre dans une boutique qui vend des postérieurs et que le chien veut faire une greffe de la tête. Bon, c'est un peu dégueu aussi, mais c'est le charme du cartoon. La même année sortait une série un peu moins extrême dans la bizarrerie, La famille de la jungle, par les créateurs d'Eraz Moquette. On y suit le tour du monde d'une famille haute en couleur de voyageurs, dont la Benjamine Elisa a le pouvoir de parler aux animaux. Mais si elle a le malheur de le révéler, elle perdra ce pouvoir. Accompagné du singe Darwin, de sa sœur Debbie, de ses parents documentaristes et de Donnie, un enfant sauvage qu'ils ont adopté comme ça au KLM parce que c'est un souvenir bien plus cool qu'un magnète, j'imagine, et beaucoup plus illégal aussi, Elisa nous fait voyager aux quatre coins du globe. Au cours de ses aventures, elle utilise son empathie et son courage pour sauver les animaux et la nature des intérêts égoïstes des humains. Un cartoon très sympa donc qui fut acclamé par la critique pour ses messages positifs de curiosité et de sensibilité. Et pour ça, je dis bravo. Les années 90 sont donc des années charnières où l'identité de Nickelodeon s'affirme et qui contribuera à faire de la chaîne le leader du divertissement jeunesse. Mais alors que l'on ne pensait pas aller plus loin, sort une série qui va propulser Nickelodeon. C'est son champion toute catégorie, couronné de 4 Emmy Awards et 6 Annie Awards, ayant généré plus de 13 milliards de dollars de profit en merchandising, regardé par Barack Obama et ses enfants, je veux bien sûr parler de Bob l'éponge. Faut-il encore présenter ce show cultissime mettant en scène Bob, Patrick, Carlos, Sandy, le capitaine Krabs et tant d'autres personnages hauts en couleur. Dans la ville de Bikini Bottom, les lois de la logique sont inexistantes. On peut faire un feu de camp, se baigner dans la mer, être un crabe et avoir une baleine pour fille, se noyer en étant des poissons dans la mer, faire des bulles malgré la pression, boire de l'eau dans la mer et écouter de la musique avec ses yeux, putain. Le personnage principal, Bob, est une éponge naïve et suroptimiste inspirée des figures emblématiques de la comédie telles que Charlie Chaplin et Pee Wee Herman. Le personnage a tout pour être insupportable, à commencer par son rire. Pourtant, on se prend vite d'affection pour sa poésie et sa simplicité. Bien qu'en grandissant, on ressent de plus en plus d'empathie pour son voisin Carlos, qui a le mérite de ne pas déménager malgré tous les problèmes que Bob lui cause, c'est une série charmante qui n'est pas intelligente au point d'être inaccessible aux plus jeunes, et qui est juste assez déjantée pour plaire aux plus grands. Bob l'éponge manie l'humour absurde à merveille, et les épisodes vont à 100 à l'heure. La série perpétue la tradition instaurée par John Kricfalusi, consistant à intégrer de bons gros plans beaucoup trop détaillés, des visages très expressifs ou des extraits filmés pour notre plus grand bonheur. C'est en cela une série assez décalée et fantaisiste. On s'y moque de la société de consommation, de la culture de la virilité quelque part, et d'ailleurs la série sera plusieurs fois attaquée par les conservateurs américains sous prétexte que Bob serait gay, ou de l'héroïsme tout court avec l'homme sirène et le Bernard l'ermite, une parodie hilarante de super-héros. Je tiens d'ailleurs à dire que les voix en anglais et en français sont absolument géniales. Après un premier film plutôt cool en 2004, qui aurait dû être la finale de Bob l'éponge, la série est renouvelée contre la volonté de son créateur, Stephen Hillenburg, ce qui se ressent un peu dans la qualité des saisons qui suivirent. Néanmoins, avec 232 épisodes et 11 saisons, c'est la série la plus longue de Nickelodeon, et elle a eu le temps de marquer l'enfance de nombreuses générations, dont la mienne. J'ai toujours adoré l'humour de cette série devant laquelle je passais des heures chaque semaine. Et certaines blagues me font encore hurler de rire. Clairement une des meilleures comédies existantes, animées et non animées confondues selon moi. Une série tout en sensibilité et parfaitement absurde, sans perdre sa substance et son esprit de dérision. Nickelodeon est donc au top au début des années 2000, grâce entre autres à Bob l'éponge. Un nouveau show fait d'ailleurs son entrée en 2001, Mes parrains sont magiques, créé par Butch Hartman. Alors là, c'est clairement une de mes séries préférées tout court. On y suit Timmy, un jeune garçon pas très populaire et dont les parents n'en ont clairement rien à foutre, sauf que Timmy il a deux fées à ses côtés, Wanda et Cosmos, capable d'exaucer quasiment tous ses vœux, à moins que cela n'entraîne une infraction de The Rule, qu'ils ont vraiment écrit The Rule.
En fait, ça arrive très souvent car ces deux fées sont assez irresponsables, surtout Cosmos, et les vœux de Timmy se retournent souvent contre lui ou produisent des effets indésirables. Comme par exemple dans le double épisode de Noël où Timmy souhaite que ce soit Noël tous les jours et du coup les commerces et les banques sont tous fermés puisque c'est férié et que ça déclenche une crise économique. Dans un autre épisode, Timmy souhaite avoir une vision laser, ce qui fait fondre le trophée d'enfance de son père, donc il fait le vœu de retourner dans le passé pour empêcher son père de gagner ce trophée, comme ça, pas de trophée, pas de bêtises. Pas de palais. Pas de palais. Mais en revenant dans le présent, Timmy constate que le fait que son père n'ait pas gagné de trophée enfant a nourri toute sa vie un sentiment de déni et l'a transformé en dictateur mondial. Vous voyez à quel point ça peut aller loin? C'est une structure narrative intelligente qui permet de produire une petite morale facilement en questionnant nos choix et nos visions de la réussite et du bonheur. La série est hilarante en tout point, que ce soit les déguisements improbables des fées, les personnages secondaires bizarres, les parents de Timmy complètement barrés, surtout son père qui a parmi les meilleures répliques de la série, sa babysitter infecte Vicky, le design du chef des fées Jorgen qui a un accent autrichien ultra viril, les chansons entraînantes, bref, c'est un univers très riche. I don't know what I would do without you. Dans la même période sortent Jimmy Neutron, Jenny Robot et Danny Phantom. Jenny, Jimmy, Timmy, Danny, ils s'emmerdaient pas vraiment pour les prénoms à l'époque, hein. Alors Jimmy Neutron je n'ai jamais regardé, par contre pour Jenny Robot et Danny Phantom, on notera la persistance d'un fandom actif encore aujourd'hui, et pour cause, les univers, surtout dans le cas de Danny Phantom, poussent à la créativité. Entre une fille cyborg qui doit sauver le monde et un garçon super-héros qui a des pouvoirs spectraux, on a de la matière pour un paquet d'aventures. Mais je ne vais malheureusement pas m'y attarder plus longtemps pour cet épisode. Cet aperçu des grandes séries animées de Nickelodeon entre 1991 et 2007 nous font comprendre pourquoi cette chaîne est devenue un acteur majeur du divertissement jeunesse. Par son style décalé, psychédélique, sombre, coloré, absurde et intelligent à la fois, la chaîne a réussi à marquer son époque et se démarquer des autres chaînes plus lissées comme Disney Channel, se rapprochant plus dans son impertinence d'une autre chaîne dont nous parlerons une autre fois, Cartoon Network. Aujourd'hui, Nickelodeon produit encore Bob l'éponge, mais très clairement depuis 2007, il n'y a plus de série à la hauteur de ce qui se passait dans les années 90-2000, à l'exception notable de Avatar, le dernier maître de l'air, car oui, c'est une série Nickelodeon. Mais là, vous comprendrez, ce serait une insulte de ne pas faire d'épisode consacré entièrement à cette série. Reste à voir ce que donnera le reboot de Tortue Ninja, sorti en 2018, dont l'animation et le style graphique est très intéressant, dynamique et coloré. Mais rien que pour tous les bons souvenirs, je pense que l'on peut remercier Nickelodeon et ses artistes du fond du cœur. Cette émission est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner. Et toutes mes excuses pour l'attente car je suis dans une période de transition qui malheureusement m'empêche de me consacrer autant que je le voudrais à cette chaîne. J'en profite pour vous dire que j'ai lancé ma nouvelle chaîne Psyturie qui est consacrée à l'écologie politique et un peu plus sérieuse on va dire, et celle-ci est disponible via un lien qui sera en description de la vidéo. Sur ce je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, à plus.